Catherine Samba Panza, dans sa veste de président de la transition en RCA, Samba Panza a prêté serment ce matin à Bangui en présence des chefs d'État de la sous-région, parmi lesquels Ali Bongo Ondimba, numéro 1 gabonais, et président en exercice de la CEMAC. Et puis le début des audiences publiques sur le contentieux électoral à la Cour constitutionnelle. Plus d'une vingtaine d'affaires ont été examinées hier par les membres de la Haute Cour. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris une part très active ce matin à la cérémonie d'investiture, comme vous allez le voir en image, du président de la transition en République centrafricaine, Catherine Samba Panza, que voici, 59 ans, élu lundi 20 janvier 2014 par le Parlement centrafricain provisoire. Catherine Samba Panza succède à Michel Djotodia de l'ex-Seleka, contraint à la démission le 10 janvier dernier, il y a quelques jours, par les chefs d'État de la CAC réunis en sommet extraordinaire en N'Djamena au Tchad. Depuis 1965, le pays connaît une évolution politique en dents de scie. 65, le pays connaît un coup d'État qui a permis à Jean-Bédel Bokassa de renverser David Dako, de David Dako à André Kolingba, en passant par Ange Félix Patassé et François Bozizé Yagovunda. La RCA a connu des régimes militaires marqués par des guerres civiles. Catherine Samba Panza est une nouvelle présidente motivée pour réconcilier son pays, la République centrafricaine. Le chef de l'État, dont vous avez les images ici, a regagné Libreville après cette cérémonie de prestation de serment. Demain, nos confrères de la presse présidentielle reviendront sur cette importante actualité. Autre actualité, je vous l'ai dit au sommaire, les audiences publiques sur le contentieux électoral qui ont débuté hier au siège provisoire de la Cour constitutionnelle de Libreville. 21 affaires ont été examinées, 7 désistements ont été enregistrés. Les observations des deux parties, demanderesses et défenderesses, ont été riches d'enseignements. Regardez. Siège provisoire de la Cour constitutionnelle de la Sablière à Libreville, le contentieux électoral né du dépôt des recours au greffe de la haute juridiction a donné lieu ce mercredi 23 janvier aux auditions publiques. Le président de l'institution, Marie-Madeleine Borantuo, entouré des sages de la Cour, a procédé à la lecture des rapports établis au terme de l'examen des recours soumis à l'attention de la Cour constitutionnelle. Au total, 21 affaires ont été traitées, celles portées devant la Cour par Anna-Claudine Mavioga de la coalition BDC, PGCI, ADER, 5e arrondissement, Dieudonné Lebongo, BDC, 6e arrondissement, Simon Oluinzoué, l'indépendant au 6e arrondissement, Mathieu Mbumba de l'UPG pour le compte du 6e arrondissement, Chantal Mibotongonju, l'indépendant au 1er arrondissement de Libreville. Je ne sais pas quoi retenir. Je préfère donc pour l'instant ne rien dire et attendre la délibération. Je préfère vous dire cela. J'ai entendu des choses qui m'ont quand même un peu dépassé. Mais comme apparemment il semblerait que ma requête soit irrecevable, d'après le commissaire à la loi, donc pour l'instant, je préfère attendre la délibération. D'autres requérants, comme Henri Séné Ingenza, de la coalition UFA, CDJ, PSD au 1er arrondissement, Bruno Ben Moubamba de l'UPG pour la commune de Ndende, Sylvestre Ndong Assoumou de l'UPG, PSD pour la commune de Gamba et bien d'autres plaignants issus du Morena unioniste, UPNR, dont le président Maître Lugasson Maïla y est allé personnellement défendre les requêtes de ses membres. Ce que nos contradicteurs n'établissent pas, c'est deux questions principales que la Cour devrait se poser. Oui ou non, mesdames Magnoni et Moutinga, épouse Magassi, sont membres de l'Union pour la Nouvelle République. Madame le Président, Monsieur de la Cour, la réponse est oui. Tous les documents qui sont là l'attestent.
toute la démonstration que nous avons l'atteste. Maintenant, la deuxième question à laquelle on doit répondre, est-ce que oui ou non, mesdames Moutinga et Marassi ont démissionné de l'Union pour la Nouvelle République avant d'aller au PDG se porter candidat? La réponse est non. La réponse est non parce que ici, 4 mois avant, vous devez démissionner avant de vous porter candidat pour le compte d'un nouveau parti. Ni l'une ni l'autre ne l'ont fait. Mais c'est gentil de reconnaître que nous allions en mission parce qu'on était au cabinet, mais on ne prenait pas cette mission. Nous avons produit le rapport où Mme Moutinga prend la parole pour faire observer les trucs sur la marche du parti. Parmi les recours, 7 désistements venant du RPG, PDG, RDP, CCDG, UPNR ont été enregistrés. Les plaignants, pour des raisons de convenance personnelle, ayant décidé d'abandonner les poursuites. Après avoir écouté les observations des différentes parties demanderesses et défenderesses, la Cour constitutionnelle prévoit pour ce vendredi 24 janvier 2014 les délibérations de ce contentieux électoral. En tout cas, un début d'audience publique sur le contentieux électoral, riche en enseignements, disais-je tantôt. Comme vous venez de le voir sur ces images, c'était en présence au siège de la Cour constitutionnelle des requérants et surtout d'un public venu nombreux. Max Olivier Obam, Marie-Louise Nsameyogo. Inscrit au rôle de la Cour constitutionnelle. Dans une salle d'audience qui refusait du monde, les débats étaient intenses et se sont, pour la plupart, focalisés sur le non-respect de l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle que Maître Nkiya-Nzege, avocat du Parti démocratique gabonais, s'est fait le devoir d'expliciter pour le cas particulier du premier arrondissement de la commune de Libreville. Cette requête est radicalement irrecevable. Irrecevable, pourquoi? Parce que la requête introductive d'instance, elle adresse son recours uniquement à Madame Limbour, Ivenga, Annie, Christelle et Génie. Alors que les dispositions de l'article 72 veulent qu'on précise dans la requête le nom de ou des élus. Le législateur a pris soin de préciser des élus parce que tout simplement, le législateur entendait tenir compte de l'élection de liste. Autre localité, autre grief, Bruno Benmoubamba, par la voix de son conseil, s'est interrogé à haute voix sur la présence du directeur général du budget dans la campagne électorale en Ndende. M. Manfoumi est-il une autorité administrative, oui ou non? Et que c'est une autorité qui a participé à l'élection en violation de l'article 129 par cette photo qui est bien visible. C'est lui qui est là. Si Madame Assaï Ayo Anna-Claudine Mavioga est venue pour tester la Cour, selon ses propres mots relevés par le rapporteur Louis Anguet, les conclusions du commissaire à la loi ont été à la hauteur du défi, qualifiant la déclaration d'Assaï Ayo Anna-Claudine, épouse Mavioga, d'outrage à magistrat et qualifiant son recours d'abusif, ce qui implique des sanctions de la Cour constitutionnelle. Occasion rêvée pour Maître Maïla de revêtir sa toge noire pour interpeller la Cour pour le cas spécifique de l'Union pour la Nouvelle République. Madame le Président, est-ce qu'il appartient au PDG de juger de la participation des gens dans un parti politique? Tiens, lorsque le législateur voudrait limiter ce nomadisme, c'est parce qu'on va à gauche, à droite dès qu'il y a intérêt, on va à droite dès qu'il y a intérêt. Les 20 dossiers ont été mis en délibéré pour ce vendredi 24 janvier. Des dossiers, le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborancho, a profité de cet instant solennel pour s'adresser à la classe politique de notre pays dans son ensemble. Max-Olivier Obam, Marie-Louise Nsameyogo. Après plus de 2 décennies d'élections dans notre pays, le constat général que l'on peut faire, c'est que c'est presque à reculons que les hommes politiques se présentent devant la Cour constitutionnelle comme si les élections passées ne tenaient pas lieu de leçons. C'est depuis 2 semaines que tous les jours, dans tous les journaux du Gabon,
on indique que Mme Ronso, Mme le président de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, qui étaient dans les bureaux de vote pour remplir les procès-verbaux, qui étaient dans les commissions électorales désignées par les partis politiques, la majorité de l'opposition, qui devaient veiller au respect de la loi pour que la Cour dise le droit. Ce droit se trouve dans les lois. Pour Marie-Madeleine Boranzo, il est temps que la Cour constitutionnelle s'occupe de la formation des agents électoraux, car trop de problèmes se posent sur la méconnaissance des dispositions électorales. Elle a au passage fustigé les responsables politiques de tous bords qui ne jouent pas correctement leur rôle. La Cour constitutionnelle prendra ses responsabilités quant à la formation. Le moment indiqué, le moment venu, de tout ce bon monde qui n'est formé ni par les partis politiques, la majorité, ni par ceux de l'opposition, qui pensent que l'élection se déroule à la Cour constitutionnelle alors que l'élection se déroule sur le terrain. Alors lorsque vos représentants ne sont pas présents dans les bureaux de vote, lorsque certains de ces représentants ne savent même pas pourquoi ils y sont, puisqu'ils ne font aucune observation au procès verbal, alors que la loi organique prévoit que pour qu'il y ait le cours ici, il faut que les observations aient été consignées dans les procès verbaux des bureaux de vote. Nous ne pouvons pas admettre que les acteurs politiques de tous bords passent leur temps dans les journaux et autres à diffamer, à menacer, à porter préjudice aux membres de la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Boranzo a assuré l'assistance qu'au terme de ce contentieux électoral et de la quantité de problèmes enregistrés ici et là, la Cour constitutionnelle fera à cet égard une importante communication à l'endroit des pouvoirs publics et des hommes politiques. A versé dans le volet politique de ce soir, cette tournée parlementaire du député PDG du 10e arrondissement, Aurélien Ntuntum, qui rend compte à ses militants de la session parlementaire qui vient de s'achever. Prestine Ngwa Eman et Charles Obamondo l'accompagnent. Regardez. C'est un travail d'une très belle facture que les députés auront abattu au cours de cette deuxième session parlementaire pour le compte de l'année 2013. Un dur labeur auquel ont participé très activement les élus du Parti démocratique gabonais à l'Assemblée nationale et au premier rang desquels l'honorable Aurélien Ntuntum, qui avec justesse a cru fondamentalement indispensable de faire un compte-rendu suffisamment exhaustif à sa base électorale, notamment pour les populations du quartier Cocotier Sud, ceci en empruntant une démarche tout à fait originale pour faire passer le message. Moi j'ai décidé, au lieu d'appeler les populations dans une grande salle, moi j'ai décidé d'aller vers dans les différents quartiers. Je compte organiser environ 18 causeries de proximité pour le rendu parlementaire. Nous avons commencé le lundi 13 et cette tournée se poursuit aujourd'hui à Cocotier Sud, pas très loin de la fonction publique. L'esprit et la lettre d'un texte de loi étant souvent difficilement accessible à tous, Aurélien Ntuntum a donc opté pour plus de répétition, pour plus de pédagogie. Vous savez, les juristes ont l'habitude de dire nul n'est censé ignorer la loi. Et moi je réponds toujours, encore faut-il la connaître. Donc les populations ne connaissent pas la loi. Moi quand j'ai commencé cette tournée, j'étais persuadé que les gens allaient s'ennuyer. Mais au contraire, ils sont très attentifs et même ils posent beaucoup de questions à la fin. Donc ils sont avides de connaissances des textes de loi qui sont adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. À noter que ces rencontres qui ont démarré depuis plusieurs jours déjà ont permis au député Aurélien Ntuntum, au-delà des comptes rendus parlementaires classiques, d'évoquer aussi les questions d'ordre social qui constituent le quotidien des habitants du 2e arrondissement.
Au ministère des Affaires étrangères, le ministre délégué a longuement conféré avec une importante délégation de l'Université catholique d'Italie. Voici Charline Ouora Pira et Chrislin Maïnda. C'est une première. Une université catholique et agricole sera créée au Gabon. C'est ce qui ressort des entretiens de ce matin entre une délégation d'enseignants de l'Université pontificale du Latran et le ministre délégué des Affaires étrangères, Dominique Guénaud, en lieu et place du ministre de tutelle empêché. Le projet de création de cette université est une initiative du chef de l'État qui traduit sa ferme volonté de voir le secteur de l'enseignement supérieur se diversifier davantage au Gabon. Le but de cette audience, c'était rencontrer le ministre pour lui exprimer au nom de l'Église au Gabon la satisfaction quant à l'idée du président de la République Ali Bongo Ondimba de voir une université catholique au Gabon. Hormis les disciplines existant déjà dans les différentes universités du pays, l'université catholique aura la particularité d'offrir aux étudiants des cours théologiques spécialisés dans plusieurs domaines. Comme l'Église a toujours fait, former les gens dans toutes les sciences. La particularité de cette université catholique de Gabon sera que, à la différence des autres universités catholiques en Afrique, où il n'y a pas la faculté de théologie, cette fois-ci, on aura la faculté de théologie. Un acte qui vient intensifier les relations entre l'Université pontificale du Latran et les universités d'Afrique centrale. Soulignons que celle qui verra le jour à Libreville sera délocalisée à Franceville et à Mouila. Une délégation de la Banque mondiale chez le ministre des Petites et Moyennes Entreprises à l'ordre du jour des échanges, l'identification et surtout la préparation des opérateurs économiques dans les domaines des réformes économiques et financières entreprises depuis bientôt 4 années par les plus hautes autorités gabonaises. Gabriel Guilain, les mamies, Christian Maïda. Cette mission de la Banque mondiale qui séjourne au Gabon a pour objectif d'évaluer les différentes requêtes d'assistance technique dans le domaine de la gouvernance et des réformes économiques et financières. Elle se veut d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans la recherche de connexions avec les pays voisins de la sous-région, d'élaborer une stratégie pour l'amélioration des affaires en termes de restructuration des structures et de la mise en place d'un don sous forme de prêt pour le développement de ce secteur. L'objectif de notre mission est de préparer un projet qui sera financé sur un don de la Banque africaine de développement auquel est éligible le Gabon en tant que pays à revenu intermédiaire. Nous avons en effet des dons, des fonds spéciaux d'assistance technique pour les pays à revenus intermédiaires, pouvant aller jusqu'à environ 1,5 million d'euros. L'objectif de cela est de faciliter de promouvoir les petites et moyennes entreprises à travers un système d'incubateurs d'entreprises touchant des domaines aussi diversifiés que la pêche, l'agriculture, tout ce qui est lié aussi à l'industrie, l'ingénierie pétrolière, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le tourisme, bref, une très grande palette de secteurs. Mettre en place une gestion des incubateurs des entreprises est l'une des missions de la Banque africaine de développement afin d'intégrer un programme de formation d'entreprise des jeunes entrepreneurs. Le Gabon étant un pays à revenu intermédiaire, dit de la tranche supérieure, souffre encore d'énormes difficultés en termes d'accès au marché public, de la sous-traitance et du financement. Cette mission est donc la bienvenue. Cette mission est donc la bienvenue, cite Guilain Cabrami, pendant ce temps sur le boulevard de l'Indépendance, les Nefs, les Conal, des eaux et forêts tenait son conseil d'administration présidé par le ministre de tutelle, M. Ntchango, à l'ordre du jour, le présent et le futur de l'ENEF, Ludwine Kavou, Yvette Okosa. La nouvelle ENEF basée sur l'excellence devrait tenir compte de l'autonomie managériale et financière afin d'accompagner le pays dans son engagement pour la diversification de l'économie.
Voilà entre autres recommandations entérinées au cours de ce 6e conseil d'administration de l'ENEF qui a permis également à ses membres de passer en revue le bilan de l'année 2012-2013 ainsi que les questions liées à la réforme de l'école. Le conseil d'administration s'inscrit à un moment clé de cette école, ponctué par la finalisation des résultats issus du programme de modernisation de l'ENEF d'une part et de sa localisation programmée du Cap Esterias à Makokou. Je me réjouis de présider ce jour la 6e réunion du conseil d'administration de l'École nationale des eaux et forêts, dont la réorganisation et le repositionnement des missions avec les piliers PSG doivent constituer la trame principale de vos préoccupations. Les membres du conseil ont également opté pour le renforcement des textes et statuts juridico-administratifs en vue d'une amélioration de la gouvernance. Le bilan 2013, quant à lui, est satisfaisant. Malgré un certain nombre d'obstacles d'ordre structurel, d'ordre budgétaire, dans des contingences annuelles, les objectifs en 2013 ont été parce qu'il y a eu un management des finances. Ainsi adopté, la réforme de l'ENEF va renforcer les politiques institutionnelles et pédagogiques de cet établissement supérieur transnational qui se veut leader dans son domaine. Cette 6e réunion du conseil d'administration de l'ENEF est marquée par la tenue préalable du conseil scientifique et de 2 ateliers d'information et d'échange. À un jet de pierre de l'auditorium des eaux et forêts où se tenait ce conseil d'administration se trouve la maison Georges Raouli, le siège de Gabon Télévision, visité il y a 24 heures par une cinquantaine de stagiaires de l'école nationale des sous-officiers d'active de Mouila. Jean de Dieu Mamoudou, Jean-Pierre Moussouami de Timboué, Jérémy Mbougou, Biviou. Les sous-officiers à l'école de la radio et de la télévision. La 14e promotion de l'école nationale des sous-officiers de la TIBILA a fait le tour de la chaîne de production des informations avec des objectifs bien précis. Cette visite, en fait, s'inscrit pour être organisée à chaque fin de cycle de formation une promotion à l'école nationale des sous-officiers de la TIBILA. Et elle vise en fait 2 objectifs. Le premier, permettre aux stagiaires d'élargir leur sphère de connaissances en dehors du giron militaire où ils ont bénéficié d'une formation intense pendant 7 mois. Le deuxième volet, je dirais, permettre de faire connaître l'existence de l'école nationale des sous-officiers d'active à l'opinion publique nationale. D'abord, à la direction des actualités télévisées, où les sous-officiers ont compris les rouages de la sélection, de la collecte et du traitement de l'information. La salle de montage télé a constitué l'autre étape. Là, le directeur Vincent Veidzo a expliqué aux visiteurs la suite réservée à l'image et au son avant le résultat final du reportage. Même exigence à la radio où salle de rédaction, salle de montage et studio sont passés au peigne fin. Au sortir de cette visite, les sous-officiers repartent édifiés. L'impression somme toute positive, parce que nous sommes instruits du fait que la télévision, en dehors du programme qui consiste à éduquer, informer et distraire, nous n'avions pas d'éléments en ce qui concerne l'envers d'une école, c'est-à-dire tout le process qui participe à la transmission des images qui nous arrivent dans les différents foyers. Ça a été une opportunité pour ces stagiaires et les personnes d'encadrement de pouvoir découvrir tout cela, les hommes qui animent cela, les hommes qui rendent cela possible et toute l'approche relative à cette question de transmission d'images. C'est un mariage de raison qui commence entre la Grande Muette et le 4e pouvoir.
À Franceville, les éléments de la gendarmerie nationale ont célébré leur sainte patronne, la Sainte Geneviève. Gabon Télévision à Franceville, Fabrice Lembumba, Jean Romano, Louba Louba. La fête de la Sainte Geneviève édition 2014, la gendarmerie nationale Légion Est de Mvengue a donné lieu à une prière d'action de grâce dite par le père Louis Moto de la paroisse Notre-Dame d'Espérance de Mingara. Dans son homélie, le père Louis Moto a honoré la mémoire des nombreux gendarmes disparus. Il faut arroser votre esprit par la prière du matin et du soir afin que votre mission soit efficace. Geneviève a arrosé sa mission, sa responsabilité tous les jours avec les femmes qui étaient autour d'elle. Par la prière, voilà pourquoi elle a été efficace. Restituant le cadre de cette fête qui a regroupé les gendarmes du Haut-Togo et de l'Oguelolo, le coordonnateur de cet événement, le capitaine Jean Wambé, est revenu sur l'origine de la Sainte Geneviève. Sainte Geneviève est née en 420 à Nanterre, donc en France. Vers 440, elle fit profession de se consacrer à Dieu et mena une vie cloîtrée comme toutes les religieuses de l'époque. Son calme et son courage permirent l'organisation de la résistance et la ville fut sauvée. Elle mourut le 3 janvier 502. Outre ce petit rappel historique de la Sainte Geneviève, le capitaine Wambé s'est adressé à ses collègues en leur demandant la discipline. Pour joindre l'utile à l'agréable, les gendarmes et leurs convives se sont donné rendez-vous au domicile du colonel Athanase Mapio, commandant de Légion Est de gendarmerie, pour un cocktail, le tout en présence de son collègue de la base aérienne 02 de Mvengue, colonel Aseko Bekogo. Nous restons à Franceville, dans le Haut-Togo, où la Croix-Rouge gabonaise se met au chevet des personnes vulnérables. 3 maisons ont été remises à 3 familles victimes des pluies. C'était il y a quelque temps au quartier Picas. Voici le compte-rendu de cette importante cérémonie. Au total, 3 habitations pour 3 familles nombreuses, complètement reconstruites et équipées, comme vous pouvez le voir ici, au quartier Picas, dans la commune de Franceville. La délégation de la Croix-Rouge gabonaise, conduite par son président, le docteur Guy-Patrick Obian, vient officiellement de procéder à la remise des clés aux bénéficiaires. Je vous remets les clés de votre maison, ainsi qu'à vous. Il y a quelques mois, des pluies et vents violents s'abattaient dans plusieurs villes du pays, laissant de nombreux dégâts à leur passage, comme au quartier Picas, où des maisons ont été endommagées. Nous sommes venus, nous avons constaté effectivement qu'il y avait des compatriotes qui se retrouvaient dans une situation de vulnérabilité. Pour cela, nous avons élaboré un projet de construction de nouvelles maisons que nous avons ramené à Libreville et que nous avons soumis à un certain nombre de donateurs de la Croix-Rouge. Et ce projet a été apprécié par nos différents donateurs, parmi lesquels Monsieur et Madame Ali Bongo Ndiba, qui nous ont beaucoup soutenus dans la mise en œuvre de ce projet. Et aujourd'hui, ce projet a permis la construction de 3 maisons totalement équipées avec lit, salle à manger, salon, des maisons de 3 chambres. Pour les populations et particulièrement les bénéficiaires, cette opération est une grâce divine. Vraiment, c'est une joie pour moi, parce qu'avoir une maison comme ça, vraiment, pour nous première fois, vraiment, je suis heureuse par rapport à ces gestes. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Je crois que c'est la 2e fois que la Croix-Rouge intervient au 3e arrondissement. C'est le moment et le lieu de remercier Madame la Présidente d'honneur. Assister les personnes en détresse, une des missions de la Croix-Rouge gabonaise. Après la province de l'Ogooué-Vindo, c'est au tour de celle du Haut-Togoé de bénéficier de cette opération de relèvement. Et justement, pour son développement harmonieux, le Gabon a besoin des femmes et des hommes en bonne santé. C'est pourquoi donc les autorités politiques de notre pays n'hésitent pas à faire des sacrifices en
en évacuant ceux qui sont malades à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, grâce à une structure gabonaise spécialisée GBC. Basile Buagou Mikala, Yvette Okosa, pour plus d'amples précisions. Et autres légumes se fait à une 50. Je le disais que le Gabon a besoin des hommes et des femmes en bonne santé et c'est pourquoi donc les autorités du pays n'hésitent pas à consentir des sacrifices en évacuant ceux qui sont malades à l'étranger, notamment en direction de l'Afrique du Sud, grâce à une structure spécialisée gabonaise dénommée GBC. Basile Puagou Mikala. Yvette Okosa. D'un grand penseur, nous retenons qu'il n'y a de richesse que d'hommes. De cette assertion, il faut ajouter cette précision, des hommes valides et en bonne santé qui soient de véritables artisans et acteurs du développement. Conscients de cette évidence, les autorités de la République mettent tout en œuvre pour préserver la santé des Gabonaises et des Gabonais en modernisant les structures sanitaires de la place. Malgré ces efforts consentis, il n'en demeure pas moins que des insuffisances existent. Pour pallier ces manquements, les décideurs politiques ont opté pour les évacuations sanitaires vers d'autres horizons dans le cadre d'un partenariat public-privé. Maurice Pebadi Ngandjas, directeur général de JBC International, fait l'économie de cette structure. JBC International, qui est un partenaire devenu le leader dans l'assistance médicale internationale vers l'Afrique du Sud aujourd'hui. Nous intervenons donc dans le cadre des évacuations sanitaires. La prise en charge des évacuations sanitaires est donc liée, comme vous pouvez l'imaginer, à la faiblesse de nos plateaux techniques, notre système défaillant sur un certain nombre de points de vue, et donc un certain nombre de pathologies ont donc été amenées à être évacuées sur l'Afrique du Sud, et nous sommes l'intermédiaire donc de ces partenaires, l'assisteur de ces partenaires au plan institutionnel et privé dans le cadre de la prise en charge des évacués vers l'Afrique du Sud. Le choix de l'Afrique du Sud pour les évacuations sanitaires répond à un bon nombre de critères. L'Afrique du Sud est un environnement assez spécial. C'est l'unique pays émergent. Et donc il n'est point de question de pouvoir comparer le système sanitaire sud-africain avec les systèmes sanitaires utilisés au Maroc. Le système sud-africain est resté le meilleur aujourd'hui en termes d'expertise. N'oubliez pas que de l'histoire, l'Afrique du Sud est l'unique pays, le premier pays à expérimenter la greffe du cœur. Donc c'est vous dire l'avancée au plan technologique, l'avancée en termes d'expertise au niveau des structures, des acteurs sanitaires au niveau sud-africain. Et donc les coûts sont restés peut-être pas les plus bas, mais je veux dire les coûts sont restés les plus raisonnables possibles. Dans le domaine des évacuations sanitaires, JBC travaille en partenariat avec le ministère de la Santé publique, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales. Nous vous le disions depuis lundi, les 27 et 28 de ce mois, un forum des PME sera organisé. En prélude à cet événement, Pélagie Mbouye-Vono et Richard Moubiwa Massessé nous proposent une série de reportages. Voici donc la PME gabonaise dénommée Divine Construction spécialisée dans les BTP. La société Divine Construction BTP est une entreprise gabonaise située au quartier Lui et spécialisée dans la construction des bâtiments, travaux publics, espaces verts, électricité, froid, plomberie, carrelage, peinture, décoration intérieure, menuiserie, charpente en bois, baies vitrées, structures métalliques et soudure. L'idée de créer une entreprise de construction bâtiment nous est venue comme la blague. Nous avons des amis qui sont dans le BTP, des amis ouest-africains. On a été inspirés par ça. On s'est dit, mais tiens, pourquoi nous aussi ne pas se lancer
surtout que le Gabon en ce moment est en chantier. C'est une opportunité d'affaires pour nous. Nous n'avons pas fait des études pour ça, c'est la vérité. Nous avons acquis une expérience dans le tas. Et aujourd'hui, on peut en être fiers. Nous avons des réalisations comme le grand site touristique au Cap Esterias, une école d'hôtellerie et de tourisme. Nous avons réalisé un mini-hôtel. Nous avons aussi posé des carreaux à l'immeuble Air Afrique. C'était l'un de nos premiers marchés au centre-ville. Malgré le paiement des charges de la société, Divine Construction rencontre des difficultés liées au financement de ses projets. Nous nous sommes endettés, on a dû faire des prêts avec intérêt, des âmes de bonne volonté qui nous ont aidés. Parce que dans ce domaine-là, il faut toujours un préfinancement. On va te dire, voici un marché, il faut préfinancer. Alors, il faut trouver les financements. Vous allez partir à la banque va vous demander un lot, un bon nombre de papiers. La banque est prête aux riches, si je puis le dire. Voilà, nous on a fonctionné comme ça, avec des prêts, et même jusqu'à présent, c'était des prêts, et voilà comment on a pu réaliser certaines choses. C'est donc ici l'occasion pour le responsable de Divine Construction BTP de solliciter l'aide du gouvernement pour avoir un accès au financement et l'obtention des marchés. Vraiment que l'État nous soutienne. Le Gabonais veut maintenant travailler. Nous, on souhaite que l'État donne maintenant les marchés aux Gabonais. Le Gabonais, c'est quelqu'un de très intelligent, de très intègre, de très sage. Cette PME, qui emploie une dizaine d'agents, a déjà fait ses preuves en réalisant le centre de loisirs du Cap Esterias de la commune d'Akanda. De nombreux Librevillois et autres touristes ont une admiration légendaire du boulevard Triomphal, cité en exemple en matière de routes modernes dans notre capitale. En dépit de ce modèle, de nombreuses PME nationales réclament toujours l'acquisition de marchés, comme vous venez de l'entendre, dans la réalisation des infrastructures. Un constat, celui de la qualité des conditions d'exécution. Belin Bekita, Victor Mundunga. Même si comparaison peut être raison, le constat des voiries urbaines de la capitale, notamment les travaux d'aménagement, de réfection et de construction des routes confiés aux entreprises modernes, nous laisse quelque peu embarrassés, vu que les disparités sont criardes. Les ouvrages initiés ces derniers temps présentent en effet de nombreuses carences, avec des sites où l'on trouve des employés en sous-effectif, voire oisifs, certainement affectés pour la surveillance des chantiers et non pour l'exécution et la finition de ceux-ci. D'autres routes constituent de véritables risques d'accidents permanents. Le cas de cette zone située dans la zone des PK sur la Nationale 1. L'endroit s'est affaissé, ce n'est pas bon, ça s'est affaissé. Vous ne voyez pas que le goudron est descendu, quand on passe, ça passe d'un côté. Est-ce que ça dérange les voitures? Ça dérange normalement. Quand tu viens en vitesse, ça peut te déporter. La route c'est gaspillé. Tout ça c'est gaspillé. Est-ce qu'il y a un risque ici? Oui, il y a un risque. Quel risque? Parce que la route se fait comme ça. C'est dangereux, hein? C'est dangereux parce qu'il y a un creux là. La nuit, si vous ne voyez pas très bien, ça va vous balancer. Non loin de là, des ouvrages certainement déjà financés sont exécutés à moitié. À quand la finalisation des ouvrages? La SCG avait posé un petit souci en bas. Et à cause de ça, ils se sont dit qu'il fallait d'abord que la SCG vienne intervenir par rapport au petit trou qui est en bas. Puis après, je crois qu'il devait continuer le bitume de la voie. Du fait que la SCG n'ait pas réagi, ils ont ramassé tout ce qu'ils avaient comme machine et puis bon, ils sont partis. Dans le lot, on note de nombreux dérapages, voire de l'amateurisme, tel ici derrière l'Assemblée nationale, où des travaux effectués il y a moins de 3 mois sont dans un état de délabrement avancé, l'entreprise ayant opté pour l'utilisation de blocs latérités en lieu et place de la réfection complète de la voie. Des exemples de ce type sont en effet légion
Dans une approche de réajustement, dans un contexte où l'État consacre une part importante du budget à l'investissement, la route étant un axe prioritaire du programme stratégique du Gabon émergent, les entreprises commises à cette tâche devraient y mettre un peu plus de cœur. Et à l'origine de cette situation, on retient la complaisance dans la validation des procès-verbaux de réception des chantiers, corruption présumée de certains responsables des missions de contrôle de travaux. En tout cas, l'opinion s'interroge, tout comme nos reporters Edgar Ndjemidoukaga et Victor Moununga. C'est autour de la fiabilité des rapports des missions de contrôle des travaux que se guettent les techniciens du ministère des Travaux publics et de l'Agence nationale des grands travaux. Au milieu d'eux, ces marchés de l'État destinés à développer les infrastructures, en l'occurrence les routes. Ces dernières années, les usagers de la route ne se retiennent plus face au constat. La dégradation des ouvrages, les études techniques approximatives mais coûteuses, la pauvreté des parcs d'engins, la vulgarité des matériaux et l'irresponsabilité des équipes des missions de contrôle qui notent sans scrupule de 85 à 100% et contre des dessous de table les procès-verbaux d'exécution et de réception des chantiers de l'État. Malheureusement pour ces techniciens, dont le goût effréné de l'argent du contribuable se mesure à la taille de leurs biens personnels et de leur arrogance. Les infrastructures publiques réceptionnées, ici les routes, révèlent assez tôt les carences. Les conséquences sont connues. Il y a déjà eu plusieurs accidents là, rien qu'à cause de ça. Quand tu es à vitesse, surtout quand ça ne tient pas bien, nous sommes au tournant. Si vous avez les bons amortisseurs, ça peut vous renvoyer, ça peut vous renverser. Ce cas sur l'axe entre le PK8 et Évasion 2000 comporte de gros risques d'accident. Mais c'est surtout un cas des dossiers controversés entre les experts du ministère des Travaux publics et ceux de l'Agence nationale des grands travaux qui s'accusent régulièrement et mutuellement de complaisance dans les missions de contrôle des travaux. Les automobilistes, eux, pensent que beaucoup d'entre eux sont corrompus. Ici au PK8, Edgar Ndjemidoukaga et Victor Moununga. En vue de valoriser les potentialités de l'écotourisme au Gabon, l'Agence nationale des parcs nationaux, en partenariat avec WCS et l'appui du RAPAC ECOFAC 5, ont mis en œuvre une formation pilote de guides spécialisés en accompagnement en forêt pluviale tropicale au parc national de la Lopé. Envoyés spéciaux Eric Nzengue Bandinga, John Michel Boudéan. Parc national de la Lopé, que les 16 stagiaires éco-guides reçoivent des enseignements transversaux sur le tourisme, la biodiversité et la culture. Débutée le 20 janvier 2014, cette formation des guides spécialisés en forêt tropicale pluviale s'étendra tout au long de l'année jusqu'en septembre, entrecoupé de stages sur les sites. Le projet est financé par l'Union européenne à travers le programme ECOFAC 5, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale et la Société pour la conservation de la vie sauvage. La Lopé constitue ainsi le lieu indiqué pour la mise en œuvre d'une telle formation, eu égard à son statut de site mixte du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette formation innovante, qui se déroulera sur une année académique complète, concourt à la mise en œuvre de l'objectif 16 à travers l'action 119 du plan stratégique Gabon émergent, dans le cadre du projet de société L'avenir en confiance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À l'issue de cette formation pionnière au Gabon et en Afrique centrale, la première génération d'éco-guides sera opérationnelle. Ce qui m'a motivé à suivre cette formation, c'est parce que c'est une aubaine pour moi de faire découvrir les richesses qui regorgent la grande forêt gabonaise. C'est ce qui m'a motivé à suivre cette formation. Premièrement, d'abord, c'est la reconnaissance du métier du co-guidage et aussi la richesse de notre pays, la nature et aussi l'histoire de ce pays. Le contenu pédagogique des enseignements offrira des savoir-faire et savoir-être aux stagiaires. Dans le contenu de ces formations, nos stagiaires vont faire donc le tour de la formation avec les enseignements sur
les modules sur l'homme et territoire. Donc là, ils verront l'histoire, la géographie, l'anthropologie, l'ethnologie du Gabon, suivi des cours sur notre biodiversité. Et à ce niveau, ils vont apprendre donc sur la faune, la flore. Dans l'après-midi, une excursion a eu lieu dans le parc national de la Lopé pour imprégner les futurs éco-guides de la formation expérimentale. Le Gabon vert, pilier économique du projet de société du chef de l'État, est au cœur du parc national de la Lopé consacré patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa faune et surtout la présence des traces très anciennes de l'homme. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Classé depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda, le parc national de la Lopé est qualifié de mixte, car il est remarquable pour sa forêt ainsi que pour ce vestige de culture passée. Le parc national de la Lopé est dirigé par un conservateur d'expérience et dévoué. Les gens ont tendance à penser qu'il est seulement dans la province de Lopé. C'est un parc qui est à cheval sur 4 provinces. Lopé-Ilino, qui prend la plus grande partie, malgré que notre image bouge, on a un peu toute la partie nord qui s'étend sur le parc en lui-même s'étend sur 5000 km². Donc réparti comme suit. Le Guibino occupe 2400 km² environ. Le moyen Nokoué, environ 1000 km². Nous sommes dans cette partie-là. Et le Guélolo, 900 km² et l'Angounier qui occupe juste une petite portion, 700 km². Le parc national de la Lopé est un site paradisiaque. C'est un Éden de verdure, avec des savanes verdoyantes et luxuriantes, un endroit édénique, avec le mont Brazza, le musée écologique et la station d'études de gorilles et chimpanzés. La Lopé est un sanctuaire de la faune et de la flore sauvage, où viennent en pèlerinage les touristes du monde entier. Le parc national de la Lopé, il a été principalement retenu pour sa richesse en termes de biodiversité. Et la biodiversité étendue à la végétation et à la faune. L'homme a mis le pied à la Lopé depuis plus de 400 ans. Et donc il y a une histoire. À la Lopé, c'est la vie au grand air. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on s'extasie en admirant un magnifique coucher du soleil. Et pour la fin de cette session d'information, je vous invite à regarder cette sortie officielle d'un collectif de jeunes communicateurs exerçant à Libreville qui vise notamment la défense des intérêts de la corporation. Jean de Dieu Mambundu, Paulin Hilaire, Siaki. Des jeunes communicateurs qui viennent de procéder à sa première sortie officielle dans ses locaux situés au quartier Louis, par le truchement d'un point de presse, se veut être une véritable plateforme d'échange et de partage entre les organes de presse, tant audiovisuels, écrites qu'en ligne. Elle vise de ce fait à trouver les solutions aux problèmes qui minent la corporation et de mieux défendre les intérêts des communicateurs. C'est ensemble que l'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Parce que pour nous, le communicateur qui exerce cette noble mission, celle de façonner les stars, doivent eux aussi, n'est-ce pas, en être des stars. Des stars responsables, des stars crédibles. C'est pourquoi je félicite tous les jeunes adhérents du collectif des jeunes communicateurs et appelle les aînés à partager leur expérience avec ce jeune groupe. Après la sortie officielle du collectif des jeunes communicateurs, plusieurs visites sont prévues dans les différentes institutions. Le Conseil national de la communication sera la première de ces institutions. Pour l'essentiel de cette session d'information, retenez que le président de la République, chef de l'État, était ce matin à Bangui. Là-bas, il a pris une part très active à la cérémonie d'investiture du président de la transition en RCA, Madame Catherine Samba Panza.
Voilà, c'est la fin de cette session d'information que coordonnée de main de maître Ahmed Mouyaka, Emmanuel Bekui, réalisation Yannick François Ondo et vous, sous le regard bienveillant de Mathieu Koumba. Merci de m'avoir regardé. À très bientôt sur Gabon Télévision.